Bonjour à tous et bienvenue sur ce webcast dédié à la sécurité. Alors, tout d'abord, en introduction, le temps que peut-être d'autres personnes puissent se connecter, vous devez savoir peut-être que Oracle donc, propose un certain nombre de webcasts sur différents sujets et que vous pouvez suivre ces webcasts sur les réseaux sociaux avec le tag Webcast Oracle qui vous permet d'avoir des informations sur les prochains webcasts et sur différents sujets comme le cloud, l'IoT, la sécurité de manière générale, la GDPR par exemple, ce genre de sujet. Vous pouvez voir et revoir les webcasts en utilisant le raccourci web bit.ly/passport et vous pourrez donc vous connecter directement sur la plateforme qui permet de revoir les webcasts. Donc ce webcast est enregistré et sera donc publié sur la plateforme peu de temps après la fin de ce webcast. Alors quel est le sujet du webcast d'aujourd'hui? Donc il s'agit d'un webcast sur les solutions de Casby, donc sur notre solution Oracle de Casby, avec comme objectif de voir comment un Casby peut aider à sécuriser ses infrastructures, ses applications cloud, donc telles que Office 365, Salesforce, Amazon par exemple. Je suis donc Hugo Fleury, je suis consultant avant-vente chez Oracle sur les sujets de sécurité ainsi que donc sur les sujets de gestion des identités. Alors tout d'abord, un peu de vulgarisation, on va dire, sur le pourquoi un Casby et qu'est-ce qu'un Casby. Donc pourquoi un Casby? Pour sécuriser mes applications cloud, puisque effectivement, lorsqu'on souscrit à une application cloud d'un SaaS ou une application IaaS, le fournisseur de ce service m'assure que ce service est sécurisé. Bien sûr que ce service est sécurisé, cependant il y a une zone de sécurité qui doit être couverte et qui ne l'est pas forcément par le provider de service cloud en question. Et donc, ça nous amène au sujet de la responsabilité partagée. En fait, chaque fournisseur de service cloud, tel que Amazon ou Office, ou Microsoft pour Office 365, propose une explication sur son modèle de shared responsibility. Donc ici, on voit le modèle de responsabilité partagée tel qu'il est proposé par Amazon. Et donc, on a d'ailleurs le lien qui permet d'y accéder directement. Ce sont des informations publiques que chaque personne donc, qui souscrit à un service Amazon doit prendre connaissance de ces informations-là. Alors de quoi s'agit-il? La responsabilité partagée, chez Amazon par exemple, quand il s'agit d'utiliser un service d'infrastructure, Amazon est responsable de la sécurité de son cloud. Donc Amazon est responsable de la sécurité de son infrastructure, de la résilience de ses data centers, de sa capacité de faire des backups sur certains services, donc d'un certain nombre de services qu'il offre directement et pour lesquels le client paye. À côté de ça, donc ça c'est de la responsabilité d'Amazon, à côté de ça il y a une partie de la sécurité qui doit être portée par le client lui-même. Et de quoi s'agit-il? Par exemple, il va s'agir des données clients, par exemple, qu'on peut héberger sur ce service Amazon. Il va s'agir de bien sécuriser la configuration de notre service Amazon, telles que des configurations réseau, par exemple, ou des configurations liées à la plateforme, à la gestion des identités que l'on utilisera sur ce service Amazon. Donc, finalement, la prévention des risques liés à l'utilisation des services cloud est sous la responsabilité pleine et entière des clients.
On voit donc bien qu'il y a une partie de la sécurité qui est portée par le fournisseur cloud et une partie des données qu'on aura publiées sur notre service cloud qui est de notre propre responsabilité en tant que client. Et il faut donc pouvoir s'équiper des bons outils pour justement pouvoir sécuriser cette zone pour laquelle on est responsable. Donc il faut pouvoir sécuriser ces données clients, sécuriser ces applications, puisque cette zone-là n'est pas couverte par notre provider cloud. Alors pourquoi toutes les entreprises ne sont-elles pas encore équipées de solutions qui permettent de sécuriser leur cloud et les services cloud auxquels les entreprises ont souscrit? Alors la première raison, ça peut être que justement l'entreprise elle-même qui a souscrit à ce service cloud, elle n'a pas encore véritablement pris conscience de ce modèle de responsabilité partagée. Peut-être que pour elle, le fait de souscrire à un service tel que Salesforce, l'entreprise se dit qu'effectivement, elle a le bon niveau de sécurité inclus dans le service Salesforce. Donc il y a vraiment un problème de prise de conscience. Donc ça peut être le premier thème. La deuxième raison, ça peut être que au sein de l'entreprise, on pense que les outils qu'on a au sein de l'entreprise vont permettre déjà de sécuriser nos services cloud. C'est-à-dire, au sein des entreprises, on a des firewalls, on a des sondes IPS, on a un certain nombre d'équipements de sécurité qui sont déjà existants dans l'infrastructure. Mais en fait, ces équipements de sécurité, c'est des équipements de sécurité périmétriques pour sécuriser disons, le système d'information de l'entreprise. Mais ces équipements-là ne vont pas être capables d'adresser la sécurité du cloud. Il faut donc des solutions spécifiques, telles que le CASB, pour adresser la sécurité du cloud. Et les solutions existantes, telles qu'un firewall, ne vont pas forcément suffire pour sécuriser les actions qui peuvent être faites sur un service cloud. La troisième raison, c'est aussi une raison budgétaire, c'est que finalement, des études montrent que dans le domaine de la sécurité, les clients n'ont pas forcément les budgets nécessaires pour tout simplement acquérir des nouvelles solutions de sécurité et que ces budgets ont tendance à stagner. Et enfin, la quatrième raison, c'est que effectivement, donc le cloud, même si maintenant son usage commence à être suffisamment répandu pour certaines entreprises, ça reste encore nouveau. Et donc la sécurité du cloud est encore également un domaine dans lequel il y a énormément d'améliorations, on va dire, et qui est également nouveau. La sécurité du cloud, c'est quelque chose qui est assez récent également. Alors, pourquoi un CASB? D'autres sujets qui font que finalement un CASB a toute son importance, c'est déjà tout simplement qu'effectivement les entreprises de manière générale s'orientent vers le cloud. On souscrit de plus en plus à de plus en plus de services cloud et surtout, c'est ce qu'on voit de manière générale, les entreprises ont tendance à migrer leurs données critiques finalement vers des clouds. Typiquement, beaucoup d'entreprises utilisent maintenant des messageries et s'appuient notamment sur Office 365 pour avoir sa messagerie dans le cloud. Et c'est très critique. Il y a encore à peine quelques semaines, un cabinet de conseil, notamment dans la sécurité, a subi une attaque de sa messagerie Office 365 et a eu des données extrêmement confidentielles sur ses clients qui ont été usurpées. Donc c'est vraiment un sujet qui est vraiment important et d'autant plus que maintenant nos données critiques se retrouvent dans le cloud. On parlait du périmètre réseau, on peut parler du périmètre réseau qui s'érode, c'est-à-dire que effectivement nos utilisateurs qui avant avaient des usages, des accès qui étaient plutôt ce qu'on appelle on-premise depuis le système d'information de l'entreprise, maintenant ces utilisateurs ils sont plutôt nomades et ils ont tendance à se connecter à des services depuis l'extérieur, depuis Internet. Les utilisateurs sont depuis chez eux et accèdent au système d'information.
les utilisateurs sont sur des réseaux publics et accèdent à des services cloud en direct, donc sans passer par l'entreprise. Donc on perd le contrôle sur les accès des utilisateurs, parce que justement ce périmètre réseau s'est érodé. Un autre sujet, c'est qu'effectivement la sécurité, on le disait, c'est un sujet la sécurité du cloud, c'est un sujet qui est assez récent. Et il y a aussi un déficit de professionnels et de personnes compétentes dans ce domaine-là. Donc les entreprises ont aussi du mal à monter des équipes compétentes pour aborder ces sujets de sécurité. Les accès cloud sont aussi de différentes natures et sont cross-cloud, on va dire. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut avoir accès à des applications qui sont hébergées sur des IaaS, qui utilisent elles-mêmes ces applications des services d'un PaaS, et ces utilisateurs accèdent à d'autres services d'un SaaS, d'un autre fournisseur. On est multi-fournisseurs en parallèle. Donc on brosse comme ça, on élargit nos usages sur différents clouds et c'est ce qui rend difficile la maîtrise de l'information et la maîtrise de la sécurité. On parle du modèle de responsabilité partagée, donc voilà, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, donc là, cette prise de conscience de ce modèle qui doit maintenant être faite par les clients de manière générale. Et enfin, donc effectivement, ce que je disais aussi tout à l'heure, le fait que les entreprises aussi doivent prendre conscience que les outils traditionnels de sécurité ne vont pas forcément permettre de couvrir la sécurité des applications cloud. Donc voilà le pourquoi véritablement il va falloir envisager, regarder pourquoi on a besoin d'autres types d'outils pour sécuriser nos solutions cloud. Du coup, un CASB, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert? Alors CASB, c'est l'acronyme de Cloud Access Security Broker et c'est un concept que le Gartner a mis en œuvre et qui finalement se traduit par le fait d'utiliser une solution qui peut être on-premise, donc sur site, dans un data center client, dans son réseau, ou une solution qui s'appuie sur du cloud, pour renforcer la politique de sécurité de l'entreprise et sécuriser les accès des employés vers des services cloud tiers. Donc le CASB, c'est un service, on résume ça avec la phrase qui est en bas, c'est un service qui étend la sécurité de l'entreprise aux applications cloud en apportant la capacité de prévenir, détecter et alerter en cas d'usage frauduleux. Donc c'est une définition qui, quand on regarde dans les détails, d'ailleurs il y a un exemple de quelles sont les fonctionnalités que peuvent apporter un CASB. Donc il peut y avoir des fonctionnalités liées à l'authentification, à la gestion des autorisations, au chiffrement, au logging, à l'alerting, à la détection de malware, donc and so on. Il peut y avoir plein de cas d'usage qu'un CASB peut couvrir. Donc c'est une définition qui est assez large et chaque CASB ne se ressemble pas. Donc c'est pour ça qu'on va ici présenter le CASB Oracle pour que vous puissiez comprendre quel est le périmètre fonctionnel, quelle est la couverture en termes de sécurité que propose le CASB Oracle. Toujours sur une définition du Gartner, quels sont les besoins, à quels besoins doit répondre un CASB. Donc pour le Gartner, il y a 4 aspects pour lesquels un CASB doit proposer des fonctionnalités. Donc le premier aspect, ça va être fournir de la visibilité aux clients, donc de la visibilité sur qui accède à quelle application, parce qu'on ne le sait pas forcément. Dans notre entreprise, on a des utilisateurs qui accèdent à des services de l'entreprise et des services qui ne sont pas maîtrisés par l'entreprise, des services cloud qu'un utilisateur peut accéder à titre personnel, par exemple. Et donc, il faut donner de la visibilité sur qui accède à quoi, et notamment sur ces applications. Donc, on voit ici les unsanctioned apps, c'est les applications qui ne sont pas maîtrisées par l'entreprise. Donc, il faut être capable de découvrir
quelles sont les applications qui ne sont pas maîtrisées par l'entreprise et que nos utilisateurs emploient de manière quotidienne. Et par exemple aussi, ça peut être découvrir qui sont les utilisateurs de nos services cloud qui ne sont pas gérés par notre entreprise. On a notre référentiel d'entreprise avec nos utilisateurs que l'on connaît bien, qui sont salariés. Maintenant, le CASB peut permettre de scanner les services cloud et de voir est-ce que j'ai pas des comptes d'utilisateurs qui ne sont pas référencés chez moi. Et donc là, je donne de la visibilité sur à la fois mes utilisateurs en interne, je sais à quoi ils accèdent, et à la fois sur mes services cloud, est-ce que j'ai bien, je dirais, le bon nombre d'utilisateurs, les bons profils, les bons utilisateurs qui accèdent à mes services. Est-ce que j'ai pas quelqu'un qui aurait pu créer un compte pour un tiers et qui exploiterait donc les données de mon service cloud sans que je le sache. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect, donner de la visibilité. Un deuxième aspect, ça peut être assurer la conformité. Donc, pour ce faire, ça va être vérifier, par exemple, la conformité d'un service cloud, vérifier que j'ai bien les bons privilèges qui sont attribués aux bons utilisateurs et que mes environnements sont bien configurés tels que je le souhaite et tels que je l'ai mis en œuvre à l'étape initiale de mon projet. Un troisième sujet, ça va être assurer la sécurité des données. Donc ça peut être à travers vérifier la configuration des services cloud et s'assurer que la configuration de mon service cloud est bien sécurisée. Hein, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, mon service cloud, il est bien configuré au niveau de mes partages de données publiques? Est-ce que j'autorise ces partages de données de manière publique? Et enfin, un CASB, ça doit aussi fournir un service de prévention de la fraude ou de gestion des risques. Et donc là, être capable d'analyser et de voir est-ce que j'ai des utilisateurs qui ont des comportements à risque, est-ce que j'ai des activités qui sont pas normales par rapport à un usage traditionnel de mes services cloud. Et donc du coup de soulever des alertes et de créer éventuellement des incidents pour traiter donc, des menaces. Donc ça, ce sont les 4 thèmes qu'un CASB doit finalement couvrir. Alors qu'est-ce que le CASB Oracle? Alors le CASB Oracle, il va justement proposer 4 fonctionnalités majeures que sont donc le service de découverte. Donc la première grande fonctionnalité, ça va être le service de découverte qu'on va appeler donc le service Discovery. Et donc ce service-là, il va justement permettre de couvrir ce besoin de visibilité et de fournir de la visibilité sur ce qu'on appelle le Shadow IT. Donc justement, donner de la visibilité à l'entreprise sur nos utilisateurs, quels sont les services auxquels ils accèdent. Parmi ces services sont-ils des services autorisés par l'entreprise et quelles sont les données qui peuvent être transitées par ces services-là et voilà, permettre de voir est-ce que j'ai pas dans ces services-là des services qui sont justement à risque. C'est-à-dire que la capacité de discovery de la solution va permettre de référencer les services qui sont utilisés par nos utilisateurs, mais va permettre aussi de faire matcher ces services avec une base de connaissances qui est intégrée dans le CASB, une base de connaissances des sites et des services cloud qui sont réputés comme étant des services potentiellement à risque ou à usage frauduleux. Donc on va découvrir ces services, permettre de les classifier et les comparer à notre base de connaissances, faire des recommandations sur effectivement ce service-là. Il a été référencé par notre source d'intelligence comme étant un service à risque. Je vois que j'ai X nombre d'utilisateurs qui emploient ce service et qui upload, téléchargent énormément de données sur ces services-là. Il faut donc que je puisse éventuellement remédier à ça et empêcher l'utilisateur d'accéder à ces services ou analyser de manière un peu plus approfondie pourquoi nos utilisateurs accèdent à ces services et qu'est-ce qu'ils font avec ces services. Donc ça, c'est véritablement l'aspect discovery.
Ensuite, un deuxième aspect va être tout ce qui va être sécurité. Donc, le module de sécurité va lui permettre de vérifier la configuration de vos services cloud. C'est-à-dire que dans le CASB, on verra comment ça fonctionne un petit peu après, on va configurer les services cloud auxquels nos utilisateurs ont l'habitude de se connecter. Donc par exemple, dans mon entreprise, mes utilisateurs utilisent du Salesforce et utilisent une messagerie Office 365. Je vais configurer dans mon CASB la surveillance de Salesforce et la surveillance de Office 365. Et mon CASB va donc analyser la configuration de ces deux services, donc de Salesforce et de Office 365, et va faire une analyse de la configuration de chacun de ces services. Et le CASB va sur chacun des services qu'il supporte, parce qu'il y a un certain nombre de services qui sont supportés par notre CASB, on verra lesquels par la suite. Il va pouvoir analyser la configuration et pouvoir faire des recommandations sur quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour améliorer la sécurité de mon service cloud. Donc, exemple tout bête, sur Salesforce, le scan initial du CASB, le module de sécurité a vu que la politique de mot de passe n'est pas très standard et elle est très simple, c'est-à-dire qu'elle autorise 4 caractères et pas de caractères spéciaux, et que du coup on n'a pas besoin non plus de renouveler ce mot de passe périodiquement. Donc ça veut dire qu'on a une politique de mot de passe très faible. Donc ça, le CASB va le voir et va le faire matcher à sa base aussi de connaissances et de recommandations sur la sécurité, et va vous dire, attention, vous avez un risque sur la configuration de votre service cloud. Donc ça, c'est véritablement sur l'aspect sécurité. On va pouvoir analyser la configuration de vos services cloud et vérifier donc qu'elle correspond bien à l'état de l'art de la sécurité et des recommandations qui sont faites pour ce service-là. Donc ça, c'est sur l'aspect sécurité. Enfin, ensuite, plutôt, un module de monitoring. Dans ce module-là, on peut présenter deux parties. C'est-à-dire que on a vu ce module de sécurité qui fait une analyse de la configuration de vos services cloud. Le module de monitoring va pouvoir faire un certain nombre de snapshots dans le temps de cette configuration de vos services cloud. Il y a donc un monitoring dans le temps de la configuration de vos services, et on voit comment la configuration de votre service évolue. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que quand on met en place un service cloud, tel que Office, par exemple, 365 pour la messagerie, à l'étape initiale, quand on met en place ce projet de mettre sa messagerie sur Office, on a implémenté dans Office un certain nombre de configurations qui permettent à nos métiers d'exercer. Maintenant, qu'est-ce qui nous assure dans le temps qu'on n'a pas un administrateur qui a fait une modification sur une règle de DLP qui empêche justement des utilisateurs d'envoyer des données à l'extérieur d'un certain domaine, par exemple. Qu'est-ce qui empêche donc un administrateur de changer la configuration d'Office 365? Personne ne l'empêche en fait, mais il faut qu'on soit capable de détecter qu'un changement a été fait. Et donc c'est cette fonctionnalité de monitoring qui va permettre de répondre à ce risque, qui est qu'une configuration sur un service cloud peut être amenée à changer, qu'on peut avoir des administrateurs malveillants qui peuvent être amenés à changer la configuration d'un service cloud. Et donc, par ce mécanisme de snapshot régulier de la configuration, on a la possibilité de monitorer la configuration d'un service cloud. Et donc, après, de fournir des alertes, et on va le voir après comment remédier à ces alertes. Donc ça, c'est sur l'aspect monitoring de la configuration. Le CASB va aussi offrir un monitoring sur les usages. C'est-à-dire que finalement, on a des fonctionnalités de profiling au sein du CASB qui permettent de voir dans le temps, de créer un profil d'usage pour chaque utilisateur. À savoir que le CASB, ce CASB Oracle, est en fait une plateforme en dessous et en sous-jacent, une plateforme Big Data qui justement permet de récolter ces informations
toutes les informations de configuration et les informations d'usage des services cloud connectés, sont rapatriées dans ce big data pour en faire une analyse. Après, il y a des algorithmes de machine learning notamment qui permettent de justement créer des profils d'usage de nos utilisateurs. Alors c'est un peu comme pour la fonctionnalité de monitoring où on a à un instant T un snapshot et puis on réévalue cette configuration. Pour le profiling et le monitoring utilisateur, on va avoir à un instant T un profiling sur les usages de l'utilisateur, mais ces usages peuvent évoluer et le machine learning va peut-être apprendre au fur et à mesure des nouveaux usages de l'utilisateur. Par contre, après, si un utilisateur se met à vraiment avoir des pics d'usages qui sont très variants, donc par exemple un utilisateur qui a une tendance d'envoyer, de recevoir peut-être une centaine de mails par jour et qui a une tendance à accéder en lecture à par exemple une centaine de fichiers clients dans Salesforce, ça c'est un profil d'usage. Si d'un seul coup cet utilisateur a un pic extrêmement important d'envoi de mails et que d'un seul coup en une journée on a détecté qu'il a envoyé 1000 mails et que en même temps il a pu télécharger énormément de rapports avec justement des informations clients de Salesforce et qu'à côté de ça il utilise aussi un service comme Box et il a téléchargé, uploadé beaucoup de rapports sur un service comme Box, ça il y a une véritable déviation par rapport à son usage traditionnel. Et le service de monitoring, via le machine learning, va détecter ce défaut d'usage et va donc pouvoir déclencher une alerte et un incident. Donc voilà, pour le monitoring de la configuration et monitoring des usages utilisateurs. Donc discovery, sécurité, monitoring. Donc ça, ce sont les grandes fonctionnalités de sécurité de l'outil. Et à côté de ça, une quatrième fonctionnalité qui est un service finalement de gestion des incidents. Comment répondre aux alertes et aux risques qui ont été détectés dans la plateforme. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Tout d'abord, le CASB intègre des fonctionnalités de gestion des incidents. C'est-à-dire que lorsque le CASB va détecter un risque, on peut faire créer automatiquement un ticket dans le CASB. Donc il y a véritablement des fonctionnalités de gestion d'incidents dans le CASB. Et on peut, pour un utilisateur administrateur du CASB ou gestionnaire, cet utilisateur peut visualiser les potentielles fraudes qui sont détectées et peut créer des incidents aussi manuellement dans le CASB. Ces incidents ils peuvent être affectés donc, à des personnes de support. Ces personnes de support peuvent accéder au CASB, à la rubrique gestion des incidents et essayer d'investiguer et de remédier à ces incidents. Donc tout ce qui est véritablement fonction de gestion des incidents. Donc ça c'est une fonction qui est intégrée au CASB Oracle. Et par ailleurs, si on a déjà dans son environnement, dans ses applications, un outil d'ITSM qui permet déjà de faire la gestion des incidents et pour lequel on a déjà des groupes de support bien établis, on peut connecter le CASB à ce système de gestion d'incidents. Dans ce cas-là, lorsque le CASB va détecter un incident ou lorsqu'un utilisateur va manuellement créer un incident, un ticket peut être ouvert donc, dans un outil d'ITSM tiers. Donc voilà pour des grandes fonctionnalités de ce CASB. Et on va voir du coup un peu plus en détail comment ça fonctionne. Alors, le CASB Oracle, il faut savoir, donc c'est un service cloud. Donc on voyait tout à l'heure la définition du Gartner. Un CASB, ça peut être une solution on-premise et ça peut être également une solution cloud. Il n'y a pas véritablement de prérequis sur le fait qu'un CASB doit être un service cloud ou un service on-premise. Donc le CASB Oracle, c'est un service cloud qui est hébergé dans le cloud public Oracle, et c'est un CASB de type API, parce qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement pour les CASB. Donc le CASB Oracle est un CASB en mode API, c'est-à-dire
que lorsque vous allez configurer dans le CASB les services que vous voulez superviser, donc là vous voyez le CASB Oracle en bas, vous voulez superviser un service comme Microsoft Office 365, le service de messagerie, vous allez configurer dans le CASB Oracle un compte qui va vous permettre de scanner par API, donc finalement par web service, votre service Office 365. Donc vous configurez un compte qui vous permet d'accéder aux API de Office 365 pour que le CASB Oracle puisse récupérer périodiquement les informations d'usage et les informations de configuration de votre service Office 365. Donc c'est le mode de fonctionnement. Et pour chacun des services qui sont dans le nuage gris, sur votre droite, on implémente donc le support des API de ce service. Donc on verra, il y en a d'autres, on verra dans le slide d'après, on supporte d'autres services que ceux qui sont dans ce petit nuage gris. Mais en fait, ce CASB Oracle permet de superviser ces services-là en adressant leurs API. Vous voyez derrière d'autres services qui peuvent être simplement Evernote, Twitter ou d'autres services d'un cloud. Ces services-là sont en fait les services qu'on va pouvoir détecter via les fonctionnalités de Discovery. Donc les fonctionnalités de Discovery, comment ça fonctionne? En fait, le CASB Oracle va récupérer des informations sur les accès utilisateurs en s'intégrant avec vos firewalls ou vos proxys. Puisque le CASB Oracle est un CASB par API, il n'est pas dans le flux de l'utilisateur, mais par contre, il s'intègre avec vos services, avec vos firewalls, pour récupérer des informations sur quels sont les accès qui sont réalisés par mes utilisateurs. Et donc, il y a plusieurs modes de fonctionnement à ce niveau-là. Donc, si on est en mode démonstrateur POC, on va pouvoir tout simplement charger des fichiers de log pour alimenter le CASB avec des fichiers de log de nos firewalls et pour pouvoir pour que le CASB puisse exécuter son analyse de discovery. En mode production, on va plutôt connecter en flux direct, un flux syslog par exemple. On va connecter notre firewall avec notre CASB avec un flux syslog pour récupérer des informations en temps réel. Donc ça, ce petit nuage blanc, voilà, c'est plus pour représenter les applications qu'on va pouvoir détecter via les fonctionnalités de Discovery. Et ceci se fait donc par intégration avec les informations de vos firewalls. On voit donc sur la gauche qu'on peut avoir d'autres types d'intégrations, donc notamment des intégrations avec des outils d'ITSM, des SIEM, donc pour remonter les alertes qui peuvent être détectées dans le CASB, on peut remonter ces informations d'alerte dans un SIEM, par exemple. On peut aussi s'appuyer sur un outil de gestion des identités pour récupérer des informations complémentaires sur les profils d'utilisateurs ou pour récupérer des informations sur l'authentification, les lieux d'authentification et ajouter ces informations-là dans les mécanismes de machine learning. Et donc ce qu'on constate avec ce mode de fonctionnement, c'est que nos utilisateurs ils continuent d'accéder directement à nos services cloud. Il n'y a pas de perturbation qui est faite donc entre l'utilisateur et le service cloud lui-même. Le CASB, finalement, va scanner, récupérer des données en parallèle depuis les services cloud qu'il supervise. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, notre CASB fonctionne en mode API, mais on va ajouter la fonctionnalité de proxy intégrée au CASB qui va permettre aussi de faire passer tous les flux utilisateurs par le CASB avant qu'ils accèdent au service cloud. Donc, ce sera une évolution qui viendra d'ici peu. Alors, quels sont les cas d'usage finalement qu'on va pouvoir couvrir avec ce CASB? Donc, je vous citais tout à l'heure un certain nombre d'applications qui sont supportées par le monitoring et donc les API qu'on implémente dans le CASB. Donc, ce sont les applications qui sont présentes dans l'encadré en dessous. Donc pour l'instant, on va supporter des services du IaaS comme Amazon, de la Google Suite, de Salesforce, de Box, de Slack, de GitHub, donc tous les services qui sont présents ici
finalement notre CASB implémente ces API et implémente l'intégralité des API qui nous permettent de récupérer les événements sur les configurations et les usages. Et donc le premier use case finalement qu'on va pouvoir mettre en œuvre grâce à ce CASB en API, ça va être justement l'analyse en profondeur de nos services cloud. C'est-à-dire que là, on va vouloir superviser, monitorer les applications critiques de notre entreprise. Donc tout à l'heure, on évoquait Office 365 pour la messagerie. C'est une application critique. Notre CRM, ça peut être une application critique. Notre service de gestion des ressources humaines, ça peut être un service critique. Et donc, on va pouvoir superviser de manière approfondie, monitorer la configuration, monitorer les usages de chacun de ces services de manière très profonde. Et lorsqu'on va connecter plusieurs de ces services, le système va pouvoir corréler des événements entre chacun de ces services. Donc le premier use case, ça va être justement fournir une analyse approfondie et fournir de la gouvernance sur nos applications critiques et nos applications cloud critiques. Un deuxième use case, ça peut être utiliser le service de discovery. Donc justement, là, je suis dans un cas de figure où mes utilisateurs, je ne sais pas à quoi forcément ils accèdent. Je veux référencer tous les sites auxquels qu'ils emploient et je veux savoir est-ce qu'ils ont l'habitude de charger beaucoup de données sur ces sites-là. Je veux voir s'ils emploient des sites qui sont référencés comme étant des sites de fraude et je veux faire une analyse sur l'ensemble des sites qui sont accédés par mes utilisateurs. Et donc là, je vais utiliser les fonctionnalités de Shadow IT et donc de Discovery de la solution pour découvrir l'ensemble des applications qui ne sont pas supervisées par mon entreprise. Et donc là, on peut vraiment être étonné de voir que des utilisateurs ont l'habitude de se connecter sur des sites réputés pour la fuite de données et ont l'habitude de charger énormément de données sur ces sites-là. Et donc quand on fait une corrélation entre ce mécanisme de discovery et le mécanisme de monitoring, on va pouvoir véritablement voir dans les usages si un utilisateur a l'habitude de subitement, je veux dire, récupérer des informations sensibles via un partage, par exemple Box, et accède de manière récurrente à des services réputés pour la fuite de données, on peut quand même se poser des questions sur l'usage de l'utilisateur, est-ce que c'est bien légitime? Voilà, un slide qui a été dupliqué. Alors, justement, lorsqu'on va pouvoir mettre en œuvre ces deux services, donc le service de discovery et le service de monitoring, en même temps, on va pouvoir découvrir des informations vraiment intéressantes. Par exemple, on peut donc mixer deux choses et puis découvrir des informations donc, telles que le Shadow IT et ce qu'on appelle le Stealth IT, donc c'est l'informatique furtif. Et donc ça, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc d'un côté, on peut avoir le Shadow IT, donc ce que je décrivais tout à l'heure, le service de discovery qui va permettre de découvrir les sites auxquels accèdent nos utilisateurs. Et d'un autre côté, avec l'analyse en profondeur et le monitoring, on va pouvoir voir par API quelles sont les informations qui pourraient fuiter de notre service cloud. Alors, j'explique ça. Par exemple, sur une application, un service cloud comme Salesforce, vous pouvez savoir qu'il existe donc une marketplace qui s'appelle l'App Exchange. L'App Exchange, ça permet d'ajouter des modules applicatifs à Salesforce, qui sont développés par des tiers, qui ne sont pas forcément développés par Salesforce. Alors le problème avec ça, c'est qu'il faut avoir confiance en l'éditeur ou la compagnie qui réalise ce module complémentaire dans l'App Exchange. Il faut avoir confiance parce que justement ce service-là de l'App Exchange peut manipuler vos données sans forcément que vous le sachiez. Et donc ça correspond un peu au mode d'usage qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours.
avec, par exemple, des sites auxquels on souhaite accéder en utilisant notre compte Facebook ou notre Google Connect. On va finalement donner notre approbation. Par exemple, on se connecte sur un site de running en utilisant son authentification Facebook. On va déléguer l'authentification à Facebook et surtout on va déléguer certaines capacités d'autorisation. Et donc notre site de running va nous prévenir et va nous dire je souhaite accéder aux informations de votre profil Facebook et je souhaite publier des informations sur votre profil Facebook. En fait, quand on va quand on va donner son consentement à cette étape-là, le site tiers de running va pouvoir exploiter des API de Facebook. C'est le même mode de fonctionnement dans Salesforce avec AppExchange. Lorsque vous approuvez cette opération, le module complémentaire va pouvoir utiliser des informations de Salesforce. Et donc on a eu des cas réels où finalement des populations métiers avaient souscrit à des services de l'AppExchange et ces services de l'AppExchange manipulaient les données d'un client de production pour faire du mining et puis pour manipuler ces données pour faire des études de BI et de Big Data. Et ça a été découvert par le CASB puisqu'il a vu par API, en interrogeant les API de Salesforce, qu'un service tiers manipulait massivement les données utilisateurs en faisant des téléchargements de données utilisateurs et de données clients. Donc le CASB voit tout ça dans les logs de Salesforce. Donc un CASB par API est capable de voir ça, puisque finalement ces accès qui sont faits par le module de l'AppExchange sont faits, je dirais, sans que l'utilisateur soit au milieu de l'échange. C'est un accès direct entre ce service de l'AppExchange qui manipule les données de Salesforce. Donc il n'y a que en interrogeant finalement les logs de Salesforce par ce mécanisme d'API qu'on peut se rendre compte de ce type de manipulation et de ce type d'usage qui peuvent amener justement à des fraudes. Donc ça c'est un cas de figure qu'on appelle le Stealth IT et qui est vraiment intéressant de pouvoir traiter avec un CASB de type API qui fait du deep monitoring en accédant au log par exemple de Salesforce. Alors en termes d'intégration, le CASB, donc Oracle, permet d'adresser les API, donc des services Cloud, IaaS, PaaS et SaaS, qui sont présents donc, dans l'encadré du haut à gauche. Il va pouvoir aussi donc s'intégrer avec des services IAM, donc Identity and Access Management. Donc le service IAM Oracle, qui est Identity Cloud Service, en premier lieu, avec lequel on s'intègre, qui est forcément intégré nativement avec ce CASB, mais avec d'autres services IAM comme Okta ou Ping par exemple. Le CASB Oracle, il va pouvoir aussi s'intégrer avec des logiciels de type CIEM, donc de corrélation de logs et de gestion événementielle. Le plus connu donc, qui est Splunk, on peut l'intégrer donc avec notre CASB pour remonter justement les informations sur les risques qui ont été détectés dans le CASB. On va s'intégrer après avec un certain nombre de firewalls pour justement récolter les informations pour la partie discovery. Et on va intégrer un certain nombre de fonctions de DLP notamment et de configuration des fonctionnalités de DLP pour Office. On s'intègre également donc avec des outils d'ITSM comme ServiceNow. Et on va récolter des informations, donc la base de connaissances que j'évoquais tout à l'heure sur la partie Discovery par exemple, ce sont des informations qui viennent de fournisseurs d'Intel Threat, tels que Digital Element, d'informations sur les réseaux Tor, et tels que abuse.ch, qui permet donc d'avoir une base de connaissances sur les services cloud qui sont à risque, et avoir des descriptions sur ces services cloud. Et enfin, ce CASB intègre nativement des fonctionnalités de compliance. Alors, voilà pour la présentation, je dirais, par slide. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui permet de
de mettre un peu en scène le CASB et de voir un petit peu comment il fonctionne concrètement. Donc, on va pouvoir jouer cette vidéo. Alors, je vais laisser le temps de démarrer. Alors moi j'ai pas de retour sur la vidéo, je sais pas pourquoi. Comment ça se fait? Alors, normalement, peut-être que vous voyez la vidéo, mais moi je ne la vois pas. Alors sur la plateforme, malheureusement, je ne vois pas la vidéo, donc je vais juste la redémarrer et puis je vais la démarrer. Je vais la démarrer localement, comme ça je vais pouvoir la commenter en même temps, en espérant que je sois synchro avec la vidéo, parce que je ne vois pas la vidéo sur la plateforme malheureusement. J'avais fait un essai, ça fonctionnait très bien, mais là je ne la vois pas. Bon, donc c'est une vidéo qui permet de voir un overview finalement de la solution de CASB Oracle. Au début, vous pouvez voir donc le dashboard. J'imagine que là, vous devriez être sur ce dashboard. On voit en haut les applications qui sont référencées dans le CASB et qui sont donc monitorées par le CASB. Donc on voit des petits points rouges qui permettent de voir qu'il y a un certain nombre de risques qui ont été détectés. Certaines applications qui ont un point vert, elles, n'ont pas de risque à l'heure actuelle. Et donc dans ce dashboard, on voit un certain nombre d'autres indicateurs, notamment donc une carte qui permet de voir des risques qui sont détectés par zone géographique. Et on peut avoir d'autres indicateurs qui montrent les utilisateurs qui sont référencés comme ayant beaucoup d'authentification en échec, le nombre d'incidents qui sont référencés dans l'outil. Donc on a comme ça un certain nombre d'indicateurs qui sont dans cet écran de dashboard. Donc après, on peut aller voir en détail finalement pour un service quels sont les security controls pour lesquels on a détecté des problèmes. Donc les security controls, ça va être finalement quelles sont les configurations de l'outil qui ont été changées ou qui ne respectent pas les bonnes pratiques. Par exemple, ici dans Salesforce, on voit qu'on avait une configuration qui à la baseline, donc à l'état initial, était activée, donc un contrôle de sécurité pour le clickjacking qui était activé, et dans un deuxième scan, ce contrôle de sécurité a été désactivé. Donc on peut juste après déclencher par exemple un incident directement via ce security control. Ok. Donc, par exemple, on peut après aller dans les menaces qui ont été détectées pour le service Salesforce. On voit que certaines menaces ont été détectées, notamment le IP hopping risk. Donc le IP hopping risk, c'est lorsqu'un utilisateur s'est authentifié ou a accédé à un service depuis des zones géographiques extrêmement distantes. Donc ici, on peut voir en détail, donc sur la carte, que donc un utilisateur s'est connecté depuis l'Europe et depuis les États-Unis. Et on peut voir donc les recommandations qui sont faites par le CASB pour savoir est-ce que c'est comment contrer finalement ce type d'usage en changeant par exemple des ACL ou en demandant à l'utilisateur ou en réinitialisant le mot de passe de l'utilisateur par exemple. On peut voir donc avec cette carte les différents détails sur les localisations. On peut afficher finalement la corrélation
avec d'autres alertes qui ont pu être détectées sur le CASB au même moment. Donc par exemple, est-ce que l'utilisateur a utilisé différents browsers, est-ce qu'il a utilisé différents OS? On peut voir comme ça différents détails qui peuvent permettre de corréler et de voir qu'on a un risque potentiellement supérieur. On peut voir aussi sur une période donnée l'évolution de la distance entre justement ces différentes authentifications. Donc on peut revenir sur le dashboard et voir par exemple les policy alertes. Donc un certain nombre de policies sont préconfigurées dans l'outil et on peut en ajouter et les personnaliser. Donc on peut voir par exemple une policy qui nous alerte que sur Salesforce, un utilisateur a élevé les privilèges d'un autre utilisateur en lui donnant un droit d'administrateur. C'est souvent le début d'une attaque, hein, on élève les privilèges d'un utilisateur et après cet utilisateur crée un autre user et après il modifie la configuration et après on voit plus ce qu'il fait. En revenant sur le dashboard, on peut voir un résumé donc, des incidents qui ont pu être créés. On peut voir d'autres types d'indicateurs, hein, comme finalement les utilisateurs à risque. On peut voir l'access map. Et on peut aller voir en détail pour, par exemple, une zone géographique qui est pointée en rouge. On peut aller cliquer dessus et voir en détail qu'on peut avoir différentes zones géographiques pour lesquelles des événements de sécurité ont été détectés. On peut afficher ces événements et on peut voir, par exemple, que des utilisateurs ont des accès suspicious et on peut analyser en détail le contenu de ce log pour éventuellement voir d'autres types d'informations ou voir le log en mode raw tel qu'il est récupéré depuis le service cloud. Donc on peut voir dans ces indicateurs également donc la corrélation qu'il peut y avoir entre un utilisateur comme Mary Baker qui s'authentifie une centaine de fois par jour et qui a 78 login failed, c'est que potentiellement on essaie de faire du brute force sur son compte. Donc on peut avoir comme ça un certain nombre d'indicateurs intéressants dans ce dashboard. Lorsqu'on va dans la section App Discovery, on peut du coup voir les fonctionnalités de discovery de la solution et donc découvrir quelles sont les applications que les utilisateurs utilisent dans notre entreprise qui ne sont pas forcément des applications qui font partie de notre gouvernance et qui sont donc connues comme étant des applications d'entreprise. Donc ça, c'est la fonctionnalité de Discovery. On voit qu'on peut, ce que je disais aussi au début, intégrer différents logs de firewall quand on veut faire des tests ou avant de connecter notre firewall en mode automatique. Et enfin, donc, un onglet permet de configurer justement ces indicateurs de sécurité. Donc, on voit par défaut les indicateurs de sécurité qui sont présents sur la plateforme, dans le dashboard, et on peut en rajouter. Donc, par exemple, sur Box, on peut ajouter un indicateur sur le maximum de nombre de fichiers téléchargés. On peut, pour Amazon, ajouter un indicateur sur la rotation des clés. Et ces indicateurs-là vont directement se retrouver sur le dashboard par la suite. On a une section utilisateur qui permet de voir et d'analyser les utilisateurs les plus à risque. Donc, un calcul de risque est réalisé par rapport au nombre d'événements à risque qui sont détectés par l'outil. Donc, on voit ici, on a Mary Baker ou Alissa qui ont énormément de failed login, qui ont des new country qui ont été détectés, qui ont énormément d'événements en concurrence qui posent potentiellement des risques. Et on peut donc les analyser et voir donc au cours du temps finalement ce niveau de risque qui a pu augmenter et qui a atteint donc son niveau maximum. On peut détailler donc ces risques en analysant finalement le type de chacun de ces risques. Et on peut voir donc par exemple si on veut voir en détail les différentes IP par lesquelles cet utilisateur s'est connecté, les différents browsers par exemple par lesquels l'utilisateur a l'habitude de naviguer. Si on peut voir par exemple aussi qu'un utilisateur d'un seul coup fait des appels API, ça peut être douteux, donc on peut comme ça analyser les différents risques qui ont été détectés par la solution. On a une section aussi de reporting et de planification de tâches qui permet d'exécuter des rapports.
et des rapports donc, qui synthétisent donc, les risques de nos utilisateurs et qu'on peut après télécharger. Dans la configuration de l'outil, on peut également créer donc, finalement des blacklists, des whitelists au niveau de nos adresses IP, donc pour déclencher des alertes ou des exceptions. On peut également configurer la partie source d'intelligence, donc les Intel threats, donc ce que je décrivais tout à l'heure. Est-ce qu'on veut récupérer les informations de telle ou telle source d'intelligence? On peut configurer les outils d'ITSM vers lesquels on va vouloir s'intégrer pour gérer nos incidents et nos anomalies. Et on peut également donc configurer ici les identity, les IDP, les identity providers, avec lesquels on va pouvoir se connecter pour récupérer des informations utilisateurs, des informations de connexion, donc comme Oracle Identity Cloud Service. Et on peut également donc connecter un service de SIEM comme Splunk pour publier les informations sur les menaces. Le moteur de machine learning peut également être paramétré en ajustant finalement les seuils, par exemple les seuils entre les distances qui vont déclencher des alertes, et d'autres seuils qui peuvent être configurés dans l'outil. Voilà pour la vidéo. Alors désolé parce que j'ai pas forcément pu la commenter en même temps qu'elle se diffusait parce que j'avais un problème au niveau de ma plateforme. Mais je pense que vous avez quand même pu suivre les grandes fonctionnalités du CASB en regardant cette vidéo. Enfin, en conclusion, je dirais, quels sont nos différenciateurs? Donc, le CASB Oracle est un CASB qui veut supporter les différentes approches cloud. Donc, à la fois le IaaS et le PaaS, hein, on l'a vu par exemple avec Amazon, où on est capable de superviser un IaaS et un PaaS, et des solutions du SaaS. Un deuxième différenciateur peut être que notre CASB est le seul à supporter pour l'instant les applications du Cloud Oracle, donc HCM, ERP, etc. C'est un CASB en troisième point qui intègre nativement des fonctionnalités de gestion d'incidents. En cycle continu de superviser donc la sécurité de nos services cloud. Voilà, j'arrive un peu à la fin du temps alloué à ce webcast. Donc je laisse ce slide pour que vous puissiez prendre note éventuellement de comment vous reconnecter à la plateforme pour récupérer, pour vous reconnecter pour voir d'autres webcasts par exemple. Et je suis disponible pour prendre quelques questions jusqu'à la fin de ce webcast. Donc si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat pour me soumettre des questions. Alors j'avais une première question qui était quelle est la roadmap finalement des nouveaux services qui vont être intégrés au CASB. Donc à l'heure actuelle, des services comme Workday, des services comme Docker, après comme Taleo ou comme Oracle Marketing Cloud sont en cours d'intégration avec notre CASB par exemple. Après la roadmap évolue de jour en jour. Une autre question qui est quel est le modèle de tarification? Donc le modèle de tarification, c'est pour le discovery une tarification à l'utilisateur par mois. Pour la supervision des services SaaS, c'est à l'utilisateur par mois également. Et pour des services du IaaS, c'est une facturation par tenant IaaS supervisé. Sachant que donc les informations de licensing sont publiques chez Oracle et que vous pouvez les consulter sur Internet directement.
Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi ce webcast et n'hésitez pas à consulter nos autres webcasts ou à revoir ce webcast en vous connectant sur l'adresse bit.ly Passport. Merci pour votre attention. Au revoir, bonne fin de journée.